Bonjour et bienvenue au Printed Podcast, la 5e édition du Printed Podcast, encore une fois avec Pascal. Je pense que les gens ils ont quand même bien aimé ça, ce style de podcast-là. Donc, cette semaine, on va essayer de démêler les imprimantes de Creality. Ça va être un peu une mission impossible d'après moi, mais on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Nos stratégies pour garder notre filament en bonne santé. Quelles sont les meilleures marques de filaments selon nous? On va parler aussi un peu de upgrade qu'on peut faire à des Ender 3, donc l'extrudeur Sprite de Creality, le fameux kit Switchwire de Voron. Puis finalement, si on a le temps, on va peut-être parler de ce qu'on pense au niveau des tendances des fichiers STL pour 2023. Donc, je pense qu'on a quand même un bon épisode devant nous. Puis, je pense qu'on peut commencer directement avec les produits de Creality. Donc, je vais share notre écran. Puis on va aller sur le site internet de Creality. Donc, premièrement, il faut comprendre qu'il y a plusieurs séries d'imprimantes Creality. Est-ce que tu vois bien Mais mon en écran? fait, moi, une chose à la base que je trouve vraiment mêlant, c'est qu'il semble avoir plus qu'un site web de Creality pour essayer d'avoir des informations. Tu Ouais. as un site web qui s'appelle creality.com, que tu as le store.creality.com, que tu as pas mal toute l'information qui est là. Puis tu as aussi Creality 3D Official, qui est une option que tu peux avoir. Puis honnêtement, je suis pas capable de déterminer lequel des deux est vraiment le plus à jour, le plus récent. Il semble avoir certains produits qui sont disponibles sur un, mais pas sur l'autre. Je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais moi, je trouve ça complètement ridicule que tu n'aies pas un seul site pour pouvoir voir les produits d'une compagnie, hein. Non, c'est complètement n'importe quoi. Puis j'ai beaucoup de gens qui m'ont demandé, hey, c'est un scam ça? Y a-t-il des gens qui essayent de se faire passer pour Creality? Non, Mais non, c'est vraiment honnête, deux sites de Creality. Puis je sais puis pas quel est le la mieux. demande est legit, là, parce que c'est vraiment, là, tu demandes, c'est quasiment le site qui est marqué Creality 3D Official, là, quasiment là moins legit parce qu'il est marqué Official dedans. Là, c'est comme, mais en tout C'est cas, marqué official, puis honnêtement, le layout du site il est comme plus arriéré. En tout cas, moi je trouve que celui qu'on est dessus en ce moment, Creality.com, c'est le plus beau des deux. Là, fait que c'est là-dessus que je me base. on va y aller avec ça. Fait que, premièrement, on a plusieurs séries. Donc, on a la Ender série, CR série, les imprimantes complètement enclosed, les imprimantes résine. Donc, je pense qu'on va se concentrer juste sur la Ender série parce que juste ça, c'est déjà assez mêlant. Mais on est capable de faire une petite séparation un peu de qu'est-ce que la différence entre la Ender Series et la CR Series, parce que euh, je ne sais pas si historiquement, s'il y a un moment donné ce qui était très populaire, tu avais les Ender 3 puis tu avais les CR10, que Ouais. généralement, à ma compréhension, ce que j'avais dans le temps, c'est que les Ender étaient vraiment puis tu avais la Ender 3 qui était un petit modèle, puis tu avais la Mhm. CR10 si tu voulais un grand plateau d'impression. Mhm. Mais C'est ça. tu es capable de déterminer, parce qu'en ce moment, il y a l'air d'avoir des produits qui s'overlappent pas mal. Puis à ma connaissance, la CR Series, il n'y a pas vraiment de produit qui a été updaté récemment, à part la CR30, là, qui est un produit complètement différent avec le plateau en courroie. Mais Oui. les autres, c'est-tu encore quelque chose qui est à regarder ou on devrait complètement ne pas regarder la série CR dans une imprimante comme ça? Je pense que c'est à regarder, mais encore une fois, c'est encore à faire attention. Oui, il y a eu des petits updates. C'est vrai, au début, ça a commencé, c'était les CR séries, c'était les grandes, Ender, c'était les petites, super simples. Là, les deux séries ont commencé à s'overlapper, fait qu'on a fait des grosses Ender. On n'a pas fait de petites CR, par exemple, on a fait des CR encore plus grosses. Donc, il y a eu la CR Max qui est approchée comme le 40 par 40, je crois bien. Donc, ça, on va voir maintenant la CR série, qu'est-ce qui est cool, qui est arrivé dernièrement. Ouais, qui a fait une petite sœur, c'est vrai, la CR6, ça c'était complètement cave. Ok, j'avais oublié ça. Ouais, non, ok, les deux séries se sont complètement overlappées. Mais ils sont rentrés dans le monde de la Smart puis de la Smart Pro. Donc, ils ont rajouté un design un peu plus avec, avec des renforts, un écran tactile, avec des fonctionnalités un peu plus poussées au niveau du firmware que j'ai trouvé cool au niveau de la CR Smart. Mais honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui a changé là, à partir de la CR10 Pro, mettons. Hmm. Parce que Aussi. moi personnellement, j'ai pas beaucoup d'expérience avec les machines Creality. J'ai ma Ender 5 que j'ai personnellement, mais j'ai pas suivi nécessairement l'évolution de toutes ces imprimantes-là. Mhm. Euh, Là, ce que je vois, il y a quand même plusieurs options en tant que tel, mais on en entend moins parler. Je pense que à la base, il y a beaucoup plus de monde qui utilise la série Ender. Fait que peut-être que si quelqu'un regarde pour avoir une imprimante, probablement que la série Ender serait plus intéressante pour être capable d'avoir du support communautaire plus facilement que la CR. Il y en a pas mal moins que j'en vois, là. Ah, clairement, clairement. Puis
Mais mettons, au niveau de la série CR, une que si vous avez le budget, que honnêtement, si vous voulez un gros plateau, quelque chose de direct drive, bonne qualité d'impression, la CR10 Smart Pro, je suis en train de l'essayer en ce moment, elle va super bien, des très belles qualités d'impression, auto-nivellement, l'extruder sprite de Creality, comme tout plein d'affaires super cool. Donc la CR10 Smart Pro, elle va super bien. Par contre, la CR10 Smart, elle a eu des problèmes assez considérables au niveau du firmware. C'est des gens qui essayent de flasher le firmware, mais que finalement, ça fait bugger l'imprimante complet, puis il faut qu'il rapporte à Creality parce que le board il est juste complètement mêlé. Là. Ça n'a pas de bon sens. Parce que dans le fond, les CR10 Smart, c'est la première qui ont mis un bouton ici pour starter l'imprimante. Fait que tu as ta switch en arrière, mais tu as OK? un relais avec un bouton pour starter l'imprimante. Fait que tu peux arrêter l'imprimante sans aller éteindre la switch. OK. Problème, c'est que quand tu flashes ton firmware, le relais, il finit par. Quand ton firmware est en train de se reflasher, ton relais, il s'éteint. Fait que en plein milieu du flash, ton système, il n'y a plus de courant, puis ça fuck up ton bootloader complètement. Tu viens briquer ton board. Ouais, Généralement, la dernière chose que tu veux faire quand tu flashes un microcontrôleur, c'est y couper le courant. Tu veux essayer le plus possible de garder ça. Ben, en fait, il faut que tu gardes l'alimentation tout le long du flash pour s'assurer que tu n'as pas de problème après ça. exact. Fait que la solution, c'est qu'il faut que tu gardes ton doigt sur le piton pendant genre 2 minutes pendant que ça flash. Wow. Ouais. Wow. Fait que, à savoir si vous avez une CR10 Smart, vous voulez flasher le firmware, gardez votre doigt sur le piton parce que vous allez briquer l'imprimante. Ouais. OK, anyway, la Ender Series, dans le fond, ça va être l'imprimante plus petite. Donc, on va avoir les Ender 3, les Ender 5. Puis, dans la série Ender 3, on va avoir la série Ender 3 V2, la série Ender 3 S1. Et on va avoir la série Neo, qui est quelque chose qui se rajoute par-dessus le titre V2. Ça fait du sens, right? Parce que j'ai vu la série de Neo a l'air d'être. Dans le fond, Ender 3, t'as comme c'est la plus vieille, la plus récente. Tu avais l'Ender 3 Pro qui avait une Ouais. variation. Après ça, la V2 est un peu plus récente que la Ender 3. Il y a une variation de ça. Puis là, tu as l'air d'avoir aussi, de chaque variation en tant que telle, si tu vois V2 par rapport à pas rien, la V2 est plus récente que la pas rien. Ouais. Après ça, tu peux avoir Pro, des fois, tu avais des affaires de plus au niveau des features. Quand tu voyais justement le terme plus, en fait, c'est que tu es plus grosse. Mhm. Puis récemment, tu avais S1, la série S1, qui avait l'impression d'avoir des upgrades de features encore plus intéressantes par rapport à la Pro, qui étaient Ouais. souvent par défaut. Je pense que toutes les S1 sont direct drive. Ouais. Toutes les S1 sont direct drive avec détecteur de filament, double axe de Z, auto-nivellement. Généralement, tu as vraiment la série, quand tu vois la série Pro par rapport à la série régulière, généralement, c'était comme un update mineur de variation, tandis que la S1 est vraiment une imprimante complètement différente Ouais. de l'original. Parce qu'on regarde mettons, la Ender 3 et la Ender 3 Pro, physiquement, c'est vraiment une imprimante qui se ressemble beaucoup. Ouais. Puis qu'est-ce qui avait changé sur la N23 Pro? Le gros changement, c'est que la N23 normale, tu sais, ici à gauche, on a notre carte mère avec le ventilateur de la carte mère. Puis le ventilateur était sur le top du boîtier. Puis comme tu sais, l'impression 3D, souvent, ça fait des petits morceaux de plastique qui tombent. Ouais. Fait que tu avais tout plein de filaments de plastique qui se ramassaient là-dedans. Ton ventilateur brisait, le monde s'en rendait pas compte, le board surchauffait, tu brûles ton board à chaque fois. Wow. Qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis le ventilateur en dessous. Puis ils ont aussi changé le positionnement de la carte SD, puis ils ont changé le power supply pour mettre un Meanwell un peu plus slim. C'était ça la grosse affaire de la N23 Pro. Aucune chance que l'Ender 3 disparaisse après ça. Bien sûr, ils vont continuer d'en vendre exactement de la même façon. Ça fait tout à fait du sens. Extraordinaire. Bravo, Creality. Aucun sens. Puis après ça, on a la V2 qui était quand même une grosse. Je me souviens quand la V2 est sortie, là, j'étais genre mind blown. J'étais comme holy shit, c'est une révolution. On a les drivers silencieux, l'écran LCD. On a au niveau physique, c'est pas mal la même affaire. Par contre, on a un tensionneur de courroie qui est quand même plaisant. Mm-hmm. Mais c'est ça. Je pense qu'on peut se mettre d'accord que il n'y a vraiment aucun intérêt d'aller plus vieux qu'une Ender 3 V2. Là, l'Ender 3, l'Ender 3 Pro, il n'y a aucune raison d'acheter ça. Là. Je sais qu'aux États-Unis, là, tu peux l'avoir pour 100$, l'Ender 3 Pro. Ouais, genre là, dans les Micro Center. Là, la affaire de même, peut-être que le rendu là, que peut-être, mais même à ça, honnêtement, ici, là,
Endor 3, Endor 3 Pro, moi, j'ignorais ça complètement à son existence. C'est comme si ça n'existait pas. Ouais, tu cherches le trouble. Là. Tu cours après le trouble en allant là-dessus. Pour de vrai, V2, c'est comme le standard. Mais là où ce que le monde, ils se font avoir un peu, c'est qu'ils comprennent ça. Ils disent, OK, N2 3 Pro, OK, c'est vieux, nanana. Mais là, ils se font vendre la N2 3 Neo, qui est essentiellement une N2 3, mais qui a un BL Touch. Puis le problème de la N2 3 traditionnelle, c'est pas qu'elle a pas de BL Touch. C'est pas ça l'affaire. Fait que, ils se font un peu avoir avec ça aussi. Ouais, la tête avec le plus gros dissipateur de chaleur qui est cool, là, mais Mais ça reste quand même, ça reste une imprimante. Es-tu direct drive les Neo? Sont-tu direct drive ou sont quand non, même Bowden pareil? non, son Bowden pareil. Fait qu'ils ont un petit update, dans le fond, le Neo a le petit update au niveau de la tête d'extrusion, Ouais. qui est un peu plus récente, que honnêtement, ça a plus l'air d'un design visuel que réellement mécanique qui est différent. Ouais. Puis on aurait aussi Mais le par contre, BL je Touch. dois admettre que le dissipateur de chaleur est vraiment 3 fois plus gros. Fait que j'imagine que ça doit dissiper plus de chaleur, peut-être avoir un peu moins de chance de heat creep. Mais on parle de design avec le tube PTFE qui va dans le bloc. Fait qu'est-ce que les heat creeps, c'est vraiment un problème Je à. pense pas que c'est un problème généralement. Là, souvent, les problèmes qu'on va avec quand tu as un Bowden avec le PTFE jusqu'au nozzle, généralement, le problème que tu as, c'est que si tu as une température plus élevée, il va commencer à se dégrader avec le temps. Ça, Mais puis les connecteurs aussi, le connecteur pneumatique au fil du temps va devenir un un peu peu plus. lousse, ça va faire un gap dans ta tête, ça va faire un blocage. Fait que je pense pas que, honnêtement, j'ai l'impression que c'est peut-être, oui, est-ce que c'est une amélioration sur l'autre? Je pense pas que avoir plus de cooling est mauvais sur le heatsink, mais est-ce que ça va faire vraiment une différence? J'en doute fortement. Mhm. Puis mais là où ce que je trouve que Neo, vraiment, c'est vraiment un upgrade que j'ai été content de voir. C'est si, mettons, on regarde la N23 Max, l'ancienne génération de N23 Max, que j'avais testé d'ailleurs, ma vidéo, la pire imprimante de Creality, qui a Mhm. fait quand même pas mal de vues. J'ai détesté cette imprimante-là parce que c'est une imprimante grand format, donc on va dans le territoire des CR10, mais on n'utilise même pas ce qu'on a appris avec les CR10, donc on a une seule axe de Z pour je veux dire, l'effet de levier est juste incroyable sur Ouais. cette largeur-là. Donc, on a du mouvement, ça n'a pas de bon sens. Les couches de Z, c'est inconsistant. On a tout plein de problèmes de ce style-là. Le plateau, il est tout le temps tout warpé, donc c'est dur à bien niveler. Donc, on devrait avoir un auto-nivellement sur quelque chose de ce style-là. Euh, Plein d'affaires vraiment, vraiment pas cool sur la N23 Max. Par contre, sur la N23 Max Neo, là, je trouve qu'on a fait une bonne job parce qu'on est rendu avec 2 axes de Z. On a un système d'auto-nivellement. La carte mère, pas la carte mère, voyons, l'écran LCD qui est plus cool, les tensionneurs de courant. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment une belle amélioration. On a vraiment modernisé la N23 Max sur Mais la Neo. si je regarde en tant que tel, ça devrait pas comme être une Ender 3 V2 Max Neo en réalité. Ça devrait être une N3 V2 Max Neo parce qu'on a le nouvel écran, on a Ouais, le c'est ça. quiet printing. Donc, ça devrait être ça, oui. Il y a vraiment, ils se tirent un peu dans, ben, en fait, c'est pour ça. Le problématique, c'est pour le monde qui veut les acheter, là, mais dans le fond, le branding est vraiment difficile à suivre. Là. Mais ouais, je vois, ça serait vraiment comme une Ender 3 Max, Ender 3 V2 Max Neo. Donc, c'est l'extracteur en métal. Le détecteur il était déjà là de filament, mais je veux voir. 369 $. Donc, je pense comme un bon 100$ de plus que la max normale. Mais je pense que ça vaut la peine si vous voulez Mais, vers là. mettons qu'on compare une V2, excuse-moi, Ender 3 V2 et Ender 3 V2 Neo. La V2 Neo, est-ce qu'elle existe? Ouais, la V2 Neo, elle existe. Le prix, savoir, est-ce que les upgrades valent la différence de prix? 279. 279 pour la V2 normale et la V2 Neo. Donc, on parle d'un upgrade d'un CR Touch. Donc, un CR Touch, c'est quoi, 40$, 30$? Et le firmware qui est déjà flashé pour pouvoir Ouais. l'utiliser. On parle de 297. Fait que peut-être que ça vaut la C'est peine. quoi, 20$ de différence? Ouais, ok, finalement, ça vaut peut-être la peine. Je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir quand même une option. Parce que oui, je pense que c'est comme dans. Surtout, en fait, la problématique que je vois, c'est que d'utiliser à la fois un BL Touch ou CR Touch avec un bed qu'il faut ajustes avec des springs,
c'est comme un peu contre-intuitif. Normalement, ce serait plus intelligent d'avoir un bed qui est rigid mount. Puis qu'après ça, ben, tu viens faire ton bed mesh pour compenser la petite différence. Je pense que c'est quelque chose qui ferait beaucoup plus de sens. Parce que normalement, les springs servent à deux choses. S'assurer que ton nivellement est bon, mais aussi que ta hauteur, ton niveau de squish de la première couche soit bonne. Parce qu'on a normalement la régulière, il y a une switch de Z qui détermine l'emplacement zéro. Tu viens monter ton plateau pour avoir exactement une bonne première couche. Ouais. Fait que si tu utilises ton CR Touch comme probe de zéro, ben à ce moment-là, c'est un peu contre-intuitif de venir avoir l'ajustement du bed en même temps. Ah, absolument. Puis ça, c'est strictement, d'après moi, parce qu'ils ont déjà les lignes de production pour faire des plateaux comme ça. Puis, tu sais, ils veulent pas changer leur design en tant que tel, même si je pense pas que ce serait super compliqué. Je pense Mais vraiment que c'est ça. je pense que c'est quand même une possibilité là, parce que la V2, la V2 utilise un bed qui s'enlève. C'est pas un plateau de verre, n'est-ce pas? Oui, la V2, c'est un plateau de verre. C'est un plateau de verre, la V2? Ouais, verre avec un coating en céramique dessus, là, un genre de Puis ultra base. celle-là, y a-tu un bed qui est removable? Ça, c'est une bonne question. Ouais, ça a l'air à ça. Ah ouais, c'est genre le revêtement de base de Quality là, qui est pas très bon. Là, mais Ils ont-tu bon. un extrudeur en plastique aussi en ceux-là? Ah ouais. Non, Ou c'est un c'est en... extrudeur métal. en Il est juste métal, noir. ouais. Il est juste noir. OK, c'est Ouais. bon. Parfait. Ah, ça avec, c'est une autre affaire que la V2, elle a un extrudeur en plastique, donc lui, il a l'extrudeur en métal. Ça a tendance, ce petit bras-là, à briser là, avec le temps. Ouais. Donc ça, c'est quand même bien aussi. Je pense peut-être qu'on est allé, peut-être que je suis allé un peu fort sur la Neo dans la dernière vidéo, mais c'est surtout le fait que Quality essaye de mêler les débutants, c'est surtout ça qui vient me chercher. Mais en fait, la V2 Neo fait extrêmement du sens. Puis, mais c'est le problème, c'est avoir la Ender 3 original Neo qui fait absolument aucun sens. Ouais, c'est ça. La originale Neo, elle a pas sa place, mais pas du tout dans le line-up. Puis là, on n'est même pas rentré dans les Ender 5, mais honnêtement, je commence à être curieux de parler des imprimantes de Quality. Ouais. Fait que si on fait sur toute la série Ender, ben, en fond, en fait, je pense que si on a regardé, il y a deux imprimantes qui sont intéressantes quand on voit dans les séries Ender. Tu as je pense que, honnêtement, rendu là pour la différence de prix, la Ender 3 V2 Neo semble quand même une bonne option pour le bas de gamme. Ouais. Puis, sinon, ça, je sais que tu aimais bien aussi la S1. Là. Ouais, la S1, c'est une beauté, honnêtement. Je l'ai eu pendant quelques mois, puis quand j'avais des projets personnels à faire, j'allais même pas sur mes prix ça, j'allais sur sa S1 à ce point-là. Là. Donc, ils ont vraiment fait une bonne job avec la S1. Donc, je recommande vraiment, là, si vous avez un 500$ à mettre pour une imprimante, pour le vrai, la S1, ça gauche. Parfait. On peut passer à un autre sujet. Si jamais il y a des demandes spéciales de savoir un peu, c'est de démêler les séries Ender 5 et peut-être des fois aussi les bizarres, les Ender 2 et les Ender 4 aussi qui existaient. Ou les sermons, là. Ça, j'ai aucune idée. J'en ai jamais vu une nulle part. J'ai l'impression que c'est des fois, c'est des imprimantes qui ont été faites par d'autres compagnies, puis rien comme. Ouais, rebrandé, rebrand. Ça resterait à voir, c'est intéressant. Ouais. S'il y a des gens qui seraient intéressés à ce qu'on fasse le tour un peu sur ces séries-là, on pourrait toujours regarder dans le futur. Ouais, laissez-nous savoir, puis c'est peut-être même un segment qui pourrait être cool là, de genre faire One ou n'importe quel LA-goût, genre. Je trouvais ça cool. Mais là, c'est ça. Donc, pour le prochain segment, on va parler de nos stratégies pour garder notre filament en bonne santé. Donc, c'est quoi du filament en bonne santé selon toi, Pascal? Ben, il y a deux choses en fait, le pire ennemi du filament, c'est l'humidité. Après ça, l'autre problématique, ce serait la poussière qui pourrait s'accumuler sur le filament. Puis, la problématique avec l'humidité, c'est que quand on vient chauffer le filament à travers la buse, le plastique vient fondre, c'est ce qu'on veut. Mais si jamais il y a de l'eau, ce qui va se passer, c'est que l'eau, elle, va s'évaporer en fait de vapeur. Puis ça va paraître, ça fait comme des petites bulles, puis on l'entend aussi au son, généralement un bruit d'éclatement.
Ça va faire en sorte que ton extrusion ne sera pas aussi belle. Ouais. Maintenant, est-ce que faut être vraiment super à venir capoter sur le fait d'avoir de l'humidité? Peut-être pas. Ça dépend beaucoup du filament. Ça dépend de ton environnement. Puis au niveau de avoir la poussière, c'est vraiment très raisonnable. La poussière environnementale générale, c'est pas un problème. Mais des fois, il y a du monde qui ont ça dans leur garage, ils font de la menuiserie ou quoi de même. Ben là, toute la poussière, elle, la problématique, c'est qu'elle peut s'accumuler dans la buse, elle peut s'accumuler dans le système d'extrusion, puis là, tu peux avoir des bouchages à cause que tu avais de la poussière qui était là-dessus. Ah Fait ouais, que je puis dirais, la poussière aussi pour les ventilateurs de l'imprimante, c'est c'est mortel. destructeur. Là. Ah ouais. Oui, oui, oui. Fait que je dirais qu'une chose qui est importante pour l'impression 3D, garder ça dans un milieu qui est quand même relativement propre. Euh, Puis idéalement, avoir un endroit aussi qui soit bien tempéré pour la température et l'humidité. Ouais. Donc, garder ça dans un environnement sec. Et idéalement, garder ça dans les sacs, tu sais, de ne pas ouvrir des bobines juste pour ouvrir des bobines. De les garder dans les sacs sous vide qui viennent généralement. Ça l'aide avec le petit sac de silica. Ouais. Fait que là, c'est sûr que dans le monde idéal, c'est d'utiliser le sac flambant neuf, on l'imprime, généralement, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Puis là, qu'est-ce qui se passe si tu utilises une partie de filament, puis là, il te reste une partie de bobine, qu'est-ce que tu fais pour la garder pour le prochain print? Ben, moi, j'ai essayé plusieurs solutions différentes. Puis, honnêtement, dépendamment du type de filament, je vais faire des procédures différentes. Donc, j'ai essayé les sacs Ziploc que tu peux essayer de mettre sous vide, là, qui vendent ça sur Amazon. Hmm. Ça vaut pas de la merde. Ça garde pas le sous vide du tout. Ce que j'ai utilisé qui a le mieux fonctionné, c'est les boîtes en plastique solide avec un seal puis des petites clips avec une Mhm. petite ventouse sur le dessus. Je pense que Print Dry, ils font ça. Ouais. Donc, ça, tu peux mettre quelques petits sachets de silica dans le fond, tu mets une bobine, tu mets ça sous vide, puis ta bobine va rester sec aussi longtemps que tu veux. Mais c'est vraiment, tu sais, ça coûte plus cher, c'est plus compliqué comme processus. Fait que pour ranger du PLA, ça sert à rien de faire ça. Là. Mhm. Généralement, le PLA, à moins d'avoir d'un taux d'humidité qui est très élevé, là, ambiant, on parle, là, généralement, tu n'auras pas de problème au niveau de le garder à l'air libre. Tu vas pouvoir l'imprimer directement. Il y a quelques exceptions. Moi, une grosse exception dans le PLA que j'ai dû vraiment travailler là-dessus, c'est le PLA avec la La poussière fibre de de bois. la fibre de bois à l'intérieur. Ah ouais. Et ça, le plastique est correct, mais la fibre de bois, elle, prend l'humidité un peu, puis quand elle vient pour imprimer, elle vient comme gonfler. Puis là, tu as quand Mhm. même une texture qui devient plus uniforme. Ça fait du stringing, ça n'a pas de bon sens. Là. Mais le stringing, c'est une chose, mais vraiment, la qualité de l'impression, il y avait une grosse, grosse différence. Ah ouais. Puis, puis même, mettons, si je la gardais une humidité, mettons, on aurait une humidité 40-50% l'été, qui est quand même normal dans une maison. Mhm. Euh, j'avais besoin de réduire à quasiment 90-85% mon flot d'extrusion pour compenser pour l'humidité. Puis là, ben, Ah ouais. c'est capable d'avoir une constance à chaque impression. Parce que là, le paquet il est neuf, ça le fait pas. Puis là, ben, l'air, après ça, il vient un peu plus humide. Mhm. Fait que dans cette situation-là, quand j'imprime du filament de bois, je le mets dans un print drive, pas un print drive, un print box qui est avec un ventilateur et chauffage actif. Puis tout le long de l'impression, il va imprimer dans ce chauffeur-là. C'est quoi la boîte que tu utilises? Je sais que les Sunlow S1 sont assez populaires. Ce que j'utilise, j'en ai 6 actuellement. C'est des e-box, eSun Ok. e-box, les light. Je pense que c'est un 70$, 80$ canadien sur Amazon. Euh, Ils font une belle. L'utilisation est simple. Tu peux mettre un timer jusqu'à 18 heures, que des fois à Ok. 12 heures, c'est le maximum. Des fois, c'est que ton impression, au moins, être capable mettons, si tu vas te coucher ou quoi de même le lendemain matin ou si tu es à l'extérieur pour aller Ah ouais, travailler, ben, que tu puisses continuer d'avoir une durée assez longue. clairement. Il y a un ventilateur pour faire circuler l'air, ce qui aide beaucoup à Ça, avoir c'est ça, c'est un must. C'est un must. J'avais jamais remarqué à quel point que c'est important de donner un dry box. Dans le fond, ceux qui ne savent pas, un dry box, c'est une boîte comme qui est juste la grosseur du filament. Tu mets ton filament dedans, puis ça le fait chauffer pour enlever l'humidité pendant que tu imprimes. Mhm. Puis j'ai vu il y a un gars qui a fait des tests avec des éponges mouillées, puis un petit sensor d'humidité à l'intérieur. Ouais. Puis il a fait des tests avec versus sans ventilateur.
Puis sans ventilateur, ça fait à peu près rien. Mhm. Pratiquement rien parce que, oui, tu sais, dans le fond, qu'est-ce que tu fais? Tu réchauffes l'air. Fait que ton air, quand elle expand, elle peut venir absorber plus d'humidité. Mais si tu n'échanges pas cet air-là, mais l'air, elle va rester humide quand même. Elle va juste être plus humide. Fait que, parce que je sais ce qui est difficile, il y a honnêtement des ventilateurs qui poussent de l'air extérieur dans le boîtier pour faire circuler l'air. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. La mienne ne le fait pas. Puis généralement, si jamais je pars de quoi d'humide, ben, une fois, surtout au début, je viens ouvrir temporairement le boîtier, le refermer. Puis Mhm. c'est quasiment immédiat. Je vois l'humidité baisser avec le sensor qui est dedans. Fait que justement, le ventilateur à l'interne qui circule aide à faire en sorte que tu n'aies pas un spot qui soit vraiment très très chaud, puis que tu viendrais comme fondre ton filament ou des fois Ouais. j'ai vu des histoires d'horreur des fois des, des bobines qui étaient rendues toutes déformées par la température. Là. Aïe, aïe, aïe. Puis à cette heure, avec les bobines en carton qui sont de plus en plus populaires, c'est quasiment effrayant, là. Honnêtement, j'ai pas eu de problème dans ce que j'ai pas de problème par rapport à ça. Là. Je pense pas que c'est vraiment une problématique. Mhm. Mais tu sais, je le mettrais pas dans un. Parce que des fois, le monde essayait de mettre ça dans leur four de maison pour essayer de faire Ouais. sécher. Mais les fours n'ont pas un contrôle de température, puis il n'est pas fait pour aller à la température assez faible Mhm. pour ce qu'on veut s'en faire. Fait que le four, oubliez ça, utilisez pas ça, c'est pas une bonne idée. Non, c'est la pire des. Puis si vous êtes pour l'utiliser, puis là, je vous recommande vraiment pas de le faire, mais si vous êtes pour le faire, mettez une panne en métal pleine. Mettez pas juste le filament sur les grilles, Mhm. que là, ça va se mettre à fondre, ça va tomber ces éléments, puis là, ça va prendre en feu. Si vous mettez une panne en plastique, une panne en métal, au moins, si ça fond, ça va rester dans la panne, puis il y a moins de chances que ça pogne en feu, mais faites juste pas faire ça. Je pense que rendu là, en tant que tel, que ça peut être une option, c'est d'avoir un. Parce que l'autre option aussi, c'est d'utiliser comme les petits sachets qui viennent avec dans le filament, c'est du dissicant. Ouais. Que ça, en tant que tel, c'est des petites pastilles que eux, ils absorbent l'humidité ambiante. Ouais. Fait que ce que tu peux faire aussi, c'est d'avoir dans une boîte avec du dissicant qui va enlever l'humidité ambiante, fait que ça va stabiliser un peu ton humidité. Ouais, mais ça, ces petits sachets de silica-là aussi, ça finit par devenir saturé. Puis Ouais, il va falloir que tu sèches tes sachets de silica, puis tu ouais. reviens un peu à cause départ. Là. Sauf que le silica, tu peux facilement le faire sécher dans un four. Ouais. Euh, je me souviens plus de la température exacte, je pense que c'est à peu près un 200-250 degrés Fahrenheit. Ouais. Puis tu mets ça pendant genre 5 à 8 heures, puis ça va enlever beaucoup d'humidité, puis tu peux recommencer. Fait que ces Ah, ouais. sachets de silica-là sont quand même rechargeables. Là. C'est pas utilisation unique. Ah, clairement, mais tu sais, ce que le monde ne savent pas souvent, c'est qu'ils deviennent saturés, puis leur efficacité descend avec l'utilisation. Ah oui, si tu as un bout si essaies de garder tes silicas sur ton comptoir, c'est sûr que essaie pas de prendre ton silica sur le comptoir puis le mettre dans la boîte et dire ça va sécher. C'est pas comme ça que ça marche. Là. C'est pas magique, c'est pas un petit sachet Ah non. magique qui enlève l'humidité. Là. Ouais. Mais ça, ouais, fait que l'humidité gardée filament humide, je dirais, PLA, pas tant grave. Dernièrement avec le déménagement, j'ai retrouvé une bobine de filament. Ça devait avoir 4-5 ans que j'avais ça. C'est une bobine, un beau mauve. Ça venait de Filament 3D Québec. C'est leur Cyclone, le filament Cyclone. Je ne sais pas si tu avais déjà essayé ça. C'était du filament fait au Québec. C'était OK. vraiment ça coche, ce filament-là. Puis je l'ai mis dans l'imprimante, j'ai fait print, puis ça a imprimé, pas de problème. Ça fait comme 4-5 ans, c'était dans le fond de la boîte, ça traînait. Fait. PLA, pas tant un problème. PETG, faites attention. Puis si vous rentrez dans le monde de l'ABS, ASA, il faut être maniaque avec l'humidité. Là, ces filaments-là, ça absorbe l'humidité comme ça, n'a pas de bon sens. Un des pires cas, c'est le nylon. Là. Je pense qu'il y a quand même pas beaucoup de monde qui prennent du nylon parce que on va se le dire, c'est pas évident à imprimer non plus. C'est pas avec une Under 3 que tu vas imprimer du nylon, clairement. Hein. Mais un truc pour savoir si ton filament peut être humide avant même de l'imprimer, si tu le prends et que tu vois qu'il casse facilement, là, Mhm. euh, ben, ça veut dire généralement c'est qu'il a pris l'humidité puis Ouais, il vient plus cassant. Fait que ouais. si tu vois qu'il casse facilement, euh, s'il te reste un fond puis que ça fait longtemps puis que tu n'as pas d'intérêt, tu mets le quasiment au vidange, tu juste toi le pas. Mais si jamais c'est du bon filament que tu aimes, ben, tu peux le faire sécher, puis normalement après ça, il va devenir beaucoup plus malléable. Puis le problème, en fait, qu'il soit cassant, des fois, c'est que quand il va se rendre dans le filament, avec travers l'extrudeur, à travers tout le Bowden, ben, il peut casser, puis là, ben, tu as des problèmes. Ouais, puis il peut casser dans l'extrudeur, même dans les systèmes direct drive, comme il peut casser après les roues de l'extrudeur. Là, après ça, démonte ta tête d'impression complet pour enlever le petit bout de filament. Ça vaut pas la peine. Écoute, rachète un autre bobine.
ça fait mal, mais justement, avec le déménagement, il y en a beaucoup, surtout avec le PLA. Là, il y a comme un point de non-retour avec le PLA, où ce qui devient tellement dégradé que même si tu le mets dans le déshumidificateur, il ne reviendra jamais. Fait que, c'est plate, mais c'est des choses qui arrivent à longue. Une dernière petite astérisque sur le filament, c'est du filament ne peut pas s'emmêler dans l'industrie. La façon que le filament il se fait rouler sur le spool, c'est impossible que ça s'en mêle. Donc, si tu as un nœud dans ton filament, c'est parce que toi, tu as fait de quoi de pas correct. Donc, si tu laisses ton filament libre, il va s'en mêler, puis c'est pour ça que ça fait des nœuds. Donc, Fait que, c'est un bon point. Puis des fois, c'est une question que ça nous a tout arrivé, déjà tout arrivé d'échapper le bout du filament, là, puis que ça se déroule un peu. ouais. Mais dans le fond, idéalement, quand que tu viens, c'est important de ne pas lâcher prise du filament, de faire en sorte que ça continue. Puis généralement, si jamais ça l'arrive que tu l'échappes ou que des fois, ça m'a déjà arrivé que le filament, tu as comme des fois des trous que tu viens passer pour tenir sa bobine, mais qui casse puis qui se déroule un peu tout seul de lui-même. Ouais. Ce que tu peux faire, c'est, en gardant une tension, essayer de dérouler ton filament. Mhm. Puis là, à un moment donné, tu vas voir si jamais il a été croisé, il va comme vouloir se serrer sur lui-même. Fait que tu peux généralement valider en tirant sur ton filament, puis dire OK, parfait, je me suis assuré que, ou s'il y avait un nœud, tu le défais. Ou après ça, ben, tu peux l'enrouler, puis le rattacher, ben, tu peux quand même le sauver. C'est pas parce qu'il y a un nœud dedans que faut que ta bobine est complètement scrap. Non, non, non. Mais je dirais que c'est pas jamais. J'ai déjà vu des filaments qui étaient tellement mal embobinés de base que tu te dis peut-être qu'il y avait de quoi qui était mal fait. Mais généralement, de plus en plus, il y a vraiment des procédés qui sont assez sacoches que le filament est super bien spoolé sur la bobine. Fait que généralement, si jamais il y a un emmêlement, c'est qu'il y a un problème de manipulation, qu'il a été lâché, il s'est emmêlé, puis après Ouais. ça, ben, il se fait un nœud. Moi, je dis tout le temps, il y a 3 endroits où ton filament peut être sur la bobine, dans tes mains ou dans l'imprimante. Ouais. Il y a des gens, des fois, ils font des changements de filament, ils laissent ça libre pendant qu'ils font le changement, après ça, ils le repognent, ils le remettent dans l'imprimante. C'est vraiment pas une bonne habitude à prendre. Il faut tout le temps que ce soit dans tes mains, dans la bobine ou dans l'imprimante. Ouais. C'est pas compliqué parce que souvent, je vois sur Facebook, des gens sont comme mettons, Overture, c'est du filament de marde, il est tout le temps emmêlé. Puis je suis comme, ouais, mais c'est pas de la faute à Overture si ton filament est tout le temps emmêlé. C'est peut-être parce que tu l'utilises pas comme du monde. Si ça arrive une fois dans ta vie, ça se peut qu'il y avait un problème, mais si à chaque bobine que tu utilises, le filament est emmêlé, excuse-moi, c'est pas le filament, c'est toi. Exact. Mais je pense que ça nous amène dans notre prochain point. C'est quoi tes marques de filaments préférées? Je te dirais que depuis longtemps, j'utilise beaucoup filament.ca. Ça a été beaucoup un fournisseur pour moi. C'est un fournisseur canadien. C'était quand même facile d'avoir du matériel. On dirait dans ce temps-ci, en fait, la problématique, c'est d'en avoir. Ils sont tout le temps hors stock de tout ce qu'ils ont dans leur magasin. Fait que ça devient difficile de s'approvisionner là-dedans. Sinon, je regarde un peu ma collection de filaments. Là, moi, j'avais beaucoup d'Econofil. J'aimais beaucoup l'Econofil. Ouais. C'est un filament qui est. Ben, quoi qu'un problématique que j'ai eu avec filament.ca à un moment donné, il appelait la même affaire, il y avait des révisions de formulation, puis il imprimait pas de la même façon. À un moment donné, ils ont eu des Conofil 2.0 qui avaient un peu plus il y a un effet mât, mais il y avait une moins bonne adhésion entre les couches. Tu avais juste des caractéristiques différentes de filament. Puis c'était comme pas clair à un moment donné qu'est-ce qui était quoi. Fait que ça, j'ai eu un problème avec ça. Mais généralement, les dernières éconophiles, honnêtement, le prix est très raisonnable, la qualité est extraordinaire. Ça vient avec des spools en carton. Fait que c'est un bon filament que j'aime pour le print un peu tous les jours. Dans le cas des prints plus industriels, dans la ASA, Polymaker, j'adore leur ASA, il est merveilleux. Ouais. Il est facile à imprimer comparé aux autres ASA. J'aime pas dire que quelque chose est facile à faire, mais il est facile à imprimer comparé aux autres ASA que j'ai essayé. Puis la qualité d'impression qui sort de cette. En fait, ABS et ASA, il y a des désavantages, mais le print est tellement beau. Quand ça print bien, là, le print est tellement magnifique. Là. Ah ouais. Ah ouais. Puis sinon, je dirais que ouais, j'ai un peu de 3D Printing Canada que j'ai utilisé. C'est un peu de ça. J'essaie de garder, honnêtement, si tu as une sorte de filament qui fonctionne bien pour toi, le prix est bon, essaie pas de regarder à d'autres choses. Continue avec la même affaire parce que c'est un élément de moins un peu à diagnostiquer parce qu'à un moment donné,
Tu sais que ce filament-là fonctionne bien. C'est de quoi qui ne marche pas le lendemain matin, mais tu peux dire, OK, ben, c'est probablement pas mon filament. Je vais regarder l'imprimante, je vais regarder mes settings ou quoi que ce soit. Tandis que si tu changes de filament à chaque fois, ben là, tu sais pas trop c'est quoi la cause de ton problème. Là. Ah non, clairement. Là, puis, je parle beaucoup des tours de température puis tout ça, mais quand tu utilises la même sorte de filament, mettons que tu utilises tout le temps le PLA de Orion, mettons, mais d'une bobine à l'autre, ça va rester la même affaire. Fait que tu n'as pas besoin de faire des tours de température à chaque fois, mais si tu passes d'une marque à une autre marque, à une autre sorte, à une autre affaire, tu fais tout le temps en train de tweaker puis de gosser tes paramètres. Ouais. Moi, personnellement, au niveau du PLA, comme j'ai dit, Orion, au niveau des PLA exotiques, ils font des super beaux rainbows, ils font des super beaux silk. Les silk de Orion, on dirait quasiment que c'est métallique quand ça sort du print. Là, ça shine, ça n'a pas de bon sens. Hello 3D aussi font des super beaux PLA exotiques. Eux autres sont plus spécialisés dans les particules. Donc, tu sais, des filaments avec, mettons, j'ai un mauve avec des particules argentées dedans qui fait des pièces absolument incroyables. Donc, Orion puis Hello 3D au niveau des PLA exotiques. Sinon, au niveau de PLA normal, pas mal n'importe quoi qui a un nom, honnêtement. Là, tant que tu ne vas pas dans les bobines cheap chinoises, pas de nom, à genre 8$ la bobine, tu vas. Ça devient quand même très difficile maintenant d'avoir du filament de mauvaise qualité. Là. Ouais. Je dirais que ça s'est quand même pas mal placé, puis quasiment n'importe quoi que tu peux avoir là, de bonne qualité. Mm-hmm. Par contre, quand tu vas dans des matériaux comme un peu plus industriels, là, c'est là que tu vas avoir des variations un peu d'une marque à l'autre. Par exemple, Orion, leur PATG est dégueulasse. Achetez pas ça. Courez le plus loin possible du PATG Orion. Des choses comme ça. Mais comme PATG, moi, Polymaker, Overture font du très bon PATG. Duramic, j'ai eu des résultats mixtes, mais ça, c'est une expérience personnelle. Je sais qu'on s'en est déjà parlé, mais moi, j'ai le PETG de Polymaker, le Polylight. J'ai pas vraiment eu de bons résultats avec ça. Il vient, je te dirais qu'il est quand même. J'aime pas vraiment ce filament-là. Le flow est quand même assez limité. Puis, il y a une caractéristique généralement du PETG, est un filament qui est très, comment dire, l'inverse de mât, lustré. Ouais. Puis, on dirait qu'ils ont un mix en tant que tel pour essayer de faire le plus possible qu'il soit quand même assez mat. Parce que c'est ce que le monde, ils veulent. Ils veulent du filament mat. Ils n'aiment pas le filament lustré. Puis, généralement, il faut comme avoir une certaine. Faut comme tu triches un peu avec les températures, tricher un peu avec tes vitesses pour que tu gardes la zone mat. Puis, je me ramasse tout le temps à cheval entre mat et pas mat. Puis, ça ne fait pas des bons résultats. Puis, pour une raison inconnue, j'ai eu du PETG dans une enclosure fermée qui avait tendance à warper. Je la comprends pas. J'ai pas une bonne expérience personnelle avec le PETG de Polymaker, mais tu sais, j'ai acheté une ou deux batchs. J'ai pas nécessairement une grande. J'ai acheté du PETG de Polymaker parce que mon fournisseur habituel, il n'y en avait pas en stock. Okay. Mais tu sais, c'est une mauvaise batch, c'est-tu quoi que ce soit, il y a des formulations, c'est dur à dire. Ouais, moi, personnellement, j'ai pas eu une super bonne expérience, mais une personne ne donne pas que c'est la règle. Non, c'est clair que nous autres aussi, on utilise ça chez Muclitech, on utilise que du PATG Polymaker, on a acheté 1200 kilos dernièrement. Donc, il faut qu'on trouve une façon de le faire fonctionner, mais c'est sûr qu'il y a certaines petites problématiques comme le warping. On a eu des problèmes de warping, nous autres aussi, avec. Mais nous autres, on fait des pièces qui sont vraiment prônes au warping aussi. On fait des grosses pièces qui montent en ligne droite. Fait que tu as comme toutes les forces qui tirent ensemble. On a eu des prints, là, quand on imprimait ça, c'est pour ça. Le warping était tellement fort que ça faisait décoller la plaque en acier sur la Prusa. L'aimant. Ouais, fait que t'avais la plaque aimantée qui tenait en banane. C'était fou raide. Ouais. C'est ça. Mais c'est un problématique que j'ai, mais tu sais, c'est sûr que plus que des gros prints, du plastique en tant que tel, que tous les plastiques vont avoir, quand ils vont refroidir, ils vont avoir une certaine. Ils vont vouloir rapetisser. Puis la pire géométrie que tu peux essayer d'imprimer, c'est un grand cube. Là. Le coin va vouloir remonter. C'est complètement. C'est inévitable. Là. Fait que ça, c'est sûr qu'en plus, si tu as des filaments de grande. Si tu utilises du PETG, généralement, tu n'as pas quelque chose que tu as un besoin d'être fermé. Mais il va y avoir certaines géométries, même du PLA, ça va arriver qu'il va vouloir décoller d'un coin. C'est un gros cube plein de largeur. Oui.
ça va arriver un petit peu là, qui va vouloir décoller. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on a fait un peu, c'est qu'on a rajouté comme des genres de vagues dans le côté. Fait que la déformation se fait un peu dans les vagues au lieu de tout forcer sur la ligne droite. Puis ça l'a vraiment beaucoup aidé. C'est bien. Mais tu sais, trouve ça. Mettons, tu es un débutant, tu as du warping. Essaye de changer ta géométrie pour faire des vagues. Oublie ça. Là. Ouais. Fait que ça, je pense que ça fait le tour du filament. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter? Je dirais que si on parlait de la méthode de garder le filament. Moi, ce que j'ai, on le voit un petit peu en bas ici. Là. C'est des grands bacs d'IKEA. Ce que je garde, généralement, je mets mes bobines ouvertes dans ces bacs-là. Puis sépare. J'ai un bac, dans le fond, filament qui est plus technique. J'ai du Flex, du ASA, ABS, polycarbonate. Ces filaments-là vont dans une boîte. J'ai PETG, PLA dans des boîtes séparées. Puis j'ai le fond qui est là-dedans, que j'ai du silica les billes qui changent de couleur, là, qui disent si jamais il devient humide. Là. Ah ouais, c'est vraiment cool. Fait que je garde ça là-dedans, ça aide à enlever l'humidité. Puis une fois de temps en temps, quand je vois que. Ce que je pourrais faire pour aider beaucoup, là, c'est le bac n'est pas scellé. Fait qu'il vient un peu l'humidité à la longue rentre dans le bac. Mais ce que je fais une fois de temps en temps, là, c'est que je prends puis je mets ça dans une grande panne, puis je mets ça dans le four, puis après ça, il vient bon mettre là-dessus. Fait que c'est une façon qui peut être faite. Ça l'empêche d'avoir de la poussière dessus. Une grosse raison pourquoi je le fais ça. Puis ça limite un peu l'accès à l'humidité ambiante au filament. C'est une super bonne stratégie. Pour de vrai, je savais même pas que ça existait, ces billes-là de silica qui changent de couleur. Ouais, c'est super pratique. Je pense que c'est techniquement cancérigène, mais tout est cancérigène. Mais ouais, c'est la seule différence, c'est qu'il peut changer de couleur. Ils viennent, je pense, sont orangés quand ils sont secs, puis ils viennent comme bleu, à peu près bleu-vert quand ils sont humides. Ah, parfait ça. À part le cancer, là, mais on imprime l'ABS, c'est pas bien mieux non plus. Ah non. T'es-tu familier avec l'extrudeur Sprite de Creality? On en avait parlé un peu tantôt. Pas vraiment. Ce que je sais, c'est que c'est un extrudeur qui est Direct Drive de Creality qui ont sorti, mais je n'ai pas d'expérience personnelle avec cet extrudeur-là, puis je connais pas plus les specs que ça. Parfait. C'est honnêtement un des meilleurs extrudeurs Direct Drive que j'ai essayé. Vraiment un super bon design. Pour une fois, Creality ont bien pensé à leur design. c'est compact, c'est léger, c'est performant. Fait que, honnêtement, moi, personnellement, je suis très content avec cet extrudeur-là. Pour le prix, je pense que ça vaut quand même la peine. C'est autour de 110 l'extrudeur Sprite Pro pour avoir les engrenages en métal puis le tube pour se rendre jusqu'à la buse en métal aussi. OK. D'avoir un All Metal Hot-End. Ouais, All Metal Hot-End, ouais. Puis le système de refroidissement, il est bien pensé. Le refroidissement du dissipateur de chaleur, il est vraiment super bien pensé. Tu comme un ventilateur de style, tu sais, les styles turbo, là, pas les ventilateurs comme les ventilateurs de PC, mais d'avoir un blower fan. Ouais, c'est un blower fan qui est connecté directement à un conduit qui est fermé sur le dissipateur de chaleur. Donc, tu as vraiment tout ton flow qui va dans le dissipateur. Ça, c'est vraiment un super bon design. Pas eu aucun heat avec ça. Puis le filament path, la distance que le filament a à parcourir est très courte. Fait que tu peux vraiment imprimer n'importe quoi au niveau de flexible et tout ça. Donc, vraiment un très bon design de Creality. Là, est-ce que ça vaut la peine de mettre ça sur une Ender? C'est la question qu'on a eue sur le Discord. D'ailleurs, si vous êtes sur le Discord, il y a une nouvelle section marquée le Printed Podcast. Vous pouvez poser vos questions. C'est une question par jour. Vous pouvez poster vos questions, poster vos prints. On va en parler sur le podcast. Juste comme ça. Puis une des questions, c'est est-ce que ça vaut la peine de mettre un Explorer Direct Drive Sprite de Creality sur une Ender à 300$? Je suis mitigé. En fait, je pense que la question aussi, c'est quelles sont tes raisons qui t'intéressent à avoir un Direct Drive? Parce que Direct Drive, oui, c'est techniquement mieux qu'un Bowden Drive. Je pense qu'il n'y a aucune confusion là-dessus. Mais c'est mieux dans quelle situation? Quand tu veux, le plus grosse différence, c'est quand tu veux imprimer du flexible. Que dans le cas que si tu as un Bowden, ça va être vraiment très difficile, même quasi impossible. C'est possible souvent, mais à très, très basse vitesse, c'est un peu limité ce que tu peux faire. Puis avec des flex qui sont plus
moins flexible. Ouais. Mettons Les 90A ou comme. Ouais, ça. Du Ninja Flex full flexible, tu n'auras jamais ça avec un Bowden. Du Ninja Flex, honnêtement, ça c'est difficile sur un direct drive. Fait que, tu sais, c'est vraiment. C'est peut-être pas la bonne utilisation. Mais l'autre chose que j'ai remarqué dans le cas que j'avais avec ma Prusa Mini que j'avais, qui était Bowden, il y a un peu plus de variation au niveau de calibration entre les filaments. Fait que ce que j'ai trouvé plus facile, généralement, direct drive, tu peux avoir pour un PLA, un PLA, tu peux avoir un paramètre, un profil de slicer qui est setupé. Puis pour la plupart des PLA du même style, ça va bien fonctionner. Ouais. Mais j'avais un peu plus de tuning à faire, souvent le linear advance ou des choses comme ça à ajuster pour chaque filament parce que tu viens pousser dans un tube ton filament. Fait que s'il y a une flexibilité différente, ça peut faire un effet qui est différent pour ça. Ouais, exactement. Puis ton tube, il n'est pas exactement la même largeur que le filament. Donc, il y a un peu de jeu à l'intérieur. Puis comment que ton tube va flexer en tant que tel. Il y a plein de variations qui font en sorte que c'est plus dur de calibrer avec un Bowden. Aussi, l'extrusion va être souvent moins constante. On va avoir des couches qui varient un peu plus avec un système Bowden. Puis, je trouve que le stringing est beaucoup plus dur à enlever. Tes rétractions, puis tout, généralement, c'est plus facile. Fait que c'est sûr que c'est un upgrade, c'est pas une gimmick, là, vraiment un upgrade direct drive est là. La question, c'est savoir quelle est la raison que tu vas upgrader pour savoir est-ce que l'upgrade va vraiment régler tes problèmes ou c'est juste de l'argent supplémentaire que tu mets dessus. Puis une question aussi à un moment donné qui est à te poser, est-ce que tu devrais upgrader ou juste upgrader de pièces ou upgrader de printer aussi, dépendant de ce que tu pars. Si tu as une Ender 3 première génération, ça ferait peut-être plus de sens de pogner de quoi qui est déjà direct drive. Puis au pire, tu la gardes en backup parce que généralement, une imprimante, le nombre d'imprimantes que tu as besoin, c'est N plus 1. C'est le nombre actuel plus 1. Ouais. Fait que c'est rarement que tu n'auras pas besoin de plus d'imprimantes que tu as déjà. Mais, jamais assez d'imprimantes. il n'y en a jamais assez. Mais ça serait une vérification. Fait que, oui, ça peut être une bonne upgrade. Dépendant quelle imprimante que tu as, ça vaut-tu vraiment la peine? C'est à poser la question. Mais c'est un win overall généralement. Oui, puis une autre affaire que j'ai, c'est que là, tu rajoutes du poids sur ton carriage de X qui va faire deux choses que je vois directement. Premièrement, tu vas peut-être vouloir imprimer un peu plus lentement que tes paramètres actuels. Puis deuxièmement, on en avait parlé un peu tantôt avec la M23 Max. Le principe d'avoir juste une rod de Z, ça donne beaucoup de jeu sur le côté droit de ton imprimante. Donc, quand la tête est rendue complètement à droite, mais tu as comme tout un effet de levier qui vient se produire sur ta rod de Z singulaire. Donc, c'est pas un mot singulaire, mais singular en anglais. En tout cas, unique. Ouais, unique. Ouais. Fait que ça fait vraiment un effet de levier. Donc, et généralement, quand on veut rajouter du poids puis aller direct drive, c'est aussi recommandé de rajouter une deuxième rod de Z sur ta Ender. Donc, c'est peut-être pas 100$, mais c'est peut-être plus autour de 150$ avec un kit d'upgrade puis de faire l'upgrade en tant que tel. Mais aussi, il faut se rappeler que c'est pas juste d'installer l'upgrade. Il faut que tu aies un firmware. J'imagine que tu as besoin d'un firmware un peu plus différent. Je ne sais pas si tu as besoin peut-être pas, mais il y a le filage. Il faut que tu sois capable d'amener ton filage à la place d'avoir ton extrudeur qui est sur le côté. Il faut que tu te rendes jusqu'à la tête d'impression aussi. Fait que, tu sais, ça peut être, dépendant de ton skill set que tu as, ça peut être quand même un bon upgrade qui est difficile à faire. Oui, c'est ça. Puis, peut-être que tu vas passer d'une imprimante qui fonctionnait très bien, puis là, tu as juste vu la gimmick, ben pas la gimmick, mais tu as vu le flashy sprite extruder, puis tu dis, je veux un sprite extruder, puis là, tu te lances là-dedans, puis finalement, tu te réalises que tu n'as pas encore les skills pour te lancer dedans une modification de cette ampleur-là, puis là, tu n'as juste plus d'imprimante. Ouais. Ça aussi, ça peut arriver, là, donc c'est tous des aspects à considérer. Puis, tant qu'à parler de upgrade à faire sur une Ender 3, on a eu une autre question assez intéressante. Est-ce que ça vaut la peine de faire la modification pour convertir en SwitchWire? Donc, convertir une imprimante Ender 3 en Voron SwitchWire. Puis là, il nous parle d'un upgrade à 300$. Puis là, j'ai mes réserves là-dessus. Mais on va parler juste du SwitchWire pour l'instant. Donc, est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi, mettons, un SwitchWire pour le monde qui savent? Généralement, la part du monde connaît les imprimantes Core XY.
Ouais. Mais les SwitchWire, en fait, c'est un Core XZ. Fait que XZ, généralement, ce que tu vas avoir, c'est que tu vas avoir le même principe. Tu gardes quand même ton bed qui est sur le Y qui bouge, mais à place d'avoir un lead screw puis avoir le bed qui se transmet, c'est tout un système de poulies puis de courroies qui fait en sorte que tu peux bouger. On va le montrer en même temps. Si tu l'as pas, ça pourrait être intéressant à montrer. Fait que, puis même honnêtement, la réponse est assez simple. Là, c'est est-ce que ça vaut la peine? Non. Non. C'est la réponse courte, c'est non. La réponse est quand même extrêmement simple là-dessus. Puis même les développeurs de Voron sur ce projet-là, ils vont avoir exactement le même avis. Honnêtement, c'est un beau projet à faire. Si c'est ta seule imprimante, je ne le ferai pas. Non. Puis c'est super intéressant. J'imagine que c'est extrêmement le fun à faire. Ouais, Mais c'est pas ça. décisionnel, c'est probablement pas une bonne idée. Puis le C'est un seul projet avantage. gâteau. Oh oui, oui. Mais le seul avantage que tu peux avoir, c'est que tu aurais un Z-Up un peu plus rapide. Ouais. Que tu pourrais te promener en tant que tel, mais honnêtement. Plus précis aussi. Un peu plus, oui, probablement un peu plus précis aussi. Mais est-ce que ça en vaut la peine? Je dirais absolument pas. C'est un système de motion qui fait pas beaucoup de sens et qui est très complexe. Ouais. Surtout dans la partie de Z. Puis des fois, c'est pas problématique. Je pense par défaut, si tu enlèves le courant, la tête, elle se descend par gravité jusqu'à terre. Là. Ah, ouais. Parce que tu n'as pas le poids de la tête, surtout en direct drive, si tu utilises Afterburner ou quand même une tête direct drive, mais tu te ramasses que le poids est trop élevé pour juste le moteur, pour le pas à pas, puis ça descend jusqu'en dans le bed en bas. Là. Ah ouais. Ouais. Il y a des modes, il y a une affaire, à un moment donné, il y a des boards qui se vendent pour faire en sorte que quand tu enlèves le courant du moteur, ça vient comme croiser les fils du moteur pour comme le bloquer. Là. Parce qu'un moteur par à pas, c'est une paire de fils que tu viens mettre twister ensemble. Le moteur vient beaucoup plus difficile à tourner sans avoir de courant, quoi que ce soit, juste l'induction elle-même de rotation. Ouais, la polarité des. La polarité des pôles fait en sorte que c'est comme bloqué. Puis, c'est ça. Honnêtement, non. Si tu as une autre imprimante, puis que est-ce que c'est un beau projet à faire? Probablement, ça doit être super intéressant à faire, mais c'est pas un projet qui fait du sens à faire. Non, je pense au niveau des. Il y a plusieurs choses. First, il a dit 300$. Je te garantis que c'est pas 300$. Beaucoup plus cher que 300$. Mais ça, je vais y aller après. Au niveau des positifs, mettons, d'une SwitchWire, tu vas avoir un système qui est beaucoup plus rigide que ce qu'on parlait avec les axes de Z puis les petits rollers. Donc, tu vas avoir quelque chose d'extrêmement rigide. Donc, ça, c'est quand même bien. C'est probablement le meilleur bed slinger que tu peux avoir. C'est un SwitchWire. Ouais. Mais rendu là, honnêtement, là, est-ce que ça ferait pas plus de sens de se bâtir une petite Voron Trident ou quelque chose du genre que de convertir une Ender 3? Là, parce qu'honnêtement, ton Ender 3, il n'y a pas grand-chose de Ender 3 qui reste dans cette machine-là. Là. Tu as le bed, tu as quelques affaires comme ça, mais il ne te reste plus rien. Fait que... Ouais, il te reste le frame, mais encore là, le frame, il faut que tu changes ton extrusion de X. Fait que même le frame, c'est plus ou moins ça. Ouais. Donc, okay, plus rigide, ça va. Au niveau de la maintenance, c'est plus facile. Tu as besoin de graisser tes rails linéaires. Tu n'as pas besoin de gosser avec des noix excentriques et des petites roulettes qui se gossent. Okay. Direct Drive, mais comme on l'a dit plus tôt, il y a des options beaucoup plus simples, beaucoup moins chères qui vont te donner des résultats similaires au niveau du Direct Drive pour ces features-là. Donc, je pense pas que Direct Drive est un gros positif de la SwitchWire. Quelque chose qui est cool, puis là, c'est là que je dis que c'est un projet gâteau, c'est si tu veux un enclosure, l'enclosure, il est fucking sick. Oh ouais. Je veux dire, ça a du look. T'as ça sur ton bureau, ça fait tourner des têtes. C'est, puis, je sais pas si le monde a déjà vu, mais vu que tu as un système motion, le Z est très rapide, tu as comme une petite danse que tu peux faire. La tête bouge comme elle fait un 8 dans les airs. Là. Il y a comme ouais. Tu peux faire une victory dance avec ton printer à la fin de ton print si tu veux. Ouais, c'est ça. C'est comme. C'est un peu un flex. C'est un peu. Oui. C'est un peu comme les
les skins Fortnite à 100$ là, que tu achètes juste pour montrer à tes amis que tu as dépensé 100$ dans un skin Fortnite. Là, Ça ressemble à ça. C'est vraiment plus je pense que ma définition du projet gâteau, c'est la meilleure définition qu'on peut donner. Là, pour ce qui est du 300$, j'étais allé checker un peu. On a besoin de 5 rails linéaires MGN12. Donc, OK. ça, environ 40$ chaque, autour de 200$. Drette là, juste en rail linéaire. Mhm. Telle dépression, mettons qu'on veut mettre une Revo là-dedans, c'est un 130$. On est déjà dépassé le 300$. Vraiment beaucoup. Pour avoir ton Afterburner, c'est pas juste mais c'est faisable, mais c'est pas juste, mettons, les câbles traditionnels que tu vas mettre à ton Revo. Tu aimerais ça avoir les breakout boards avec le filage. Ouais. Ça, ces petits kits-là, ça se vend entre 30 et 50$ chaque. Toutes les pièces, si tu veux faire un enclosure, tu es mieux d'imprimer ça en ABS. Donc, si tu as besoin d'une imprimante qui peut faire du ABS dans un enclosure, ou sinon, tu sais. Ouais. Je pense que le 300$, c'est peut-être peu réaliste. Parce que je ne sais pas si il existe-tu des kits de Switchwire que tu peux acheter pour faire la conversion. Je suis vraiment pas certain s'il y en a. J'en ai pas trouvé. Il y a bien des kits de Switchwire pour construire une Switchwire à partir de rien, mais de conversion, il n'y en a pas. Ouais. Fait que je pense que si le projet Switchwire t'intéresse, je pense que construire une Switchwire de zéro fait plus de sens que de convertir une Ender 3, qui est peut-être une imprimante qui fait la job, là, puis de l'avoir comme une autre imprimante de spare à place de convertir complètement. Ah ouais. Mais j'ai comme l'impression que tu vas te retourner plus autour de 1000$ passés que d'avoir un 300$ pour le projet. Ouais, vraiment, vraiment. Puis, c'est ça. Là. Fait que, un moment donné, c'est cool, mais comme on dit, c'est un projet gâteau, puis ça n'a pas vraiment de valeur réelle. Donc, sur ça, ah oui, on voulait parler vite, si on avait le temps. Je pense qu'on a un peu de temps. Nouvelle tendance au niveau des fichiers STL. As-tu vu des choses qui t'ont intéressé dernièrement au niveau des fichiers qui ont été partagés? J'ai pas regardé beaucoup de choses récemment au niveau des fichiers STL. Je pense, il me semble qu'on avait parlé dans dernier, ou tu en avais parlé d'avance avec Printables, que maintenant, tu as des compagnies qui peuvent poster leurs fichiers. C'est super intéressant. J'ai hâte de voir un peu l'avancée là-dessus, s'il y a d'autres compagnies qui vont joindre là-dessus. Absolument. Mais j'ai pas eu le temps de travailler, de regarder des fichiers comme ça. J'ai un projet personnel en ce moment. On le voit un petit peu en arrière d'un heure. Dans le fond, je commence à transitionner un peu à utiliser du filament de 3 kg à place d'avoir des 1 kg. Oh, OK. Puis, je vais avoir besoin d'un print box, dans le fond, pour imprimer 3 kilos. Puis, je veux de quoi chauffage actif ou quoi de même. Il n'existe pas beaucoup de choses dans le marché, surtout dans les dimensions parce que 1 kg, c'est pas mal standard, les bobines, mais dans le 3 kg, il y a plusieurs standards. Tu vas dans le 3, 5, 10 kg, là, c'est des standards un peu différents. Ouais. Puis, c'est je me souviens plus du nom de la marque. C'est Polybox de Polymaker qui fait ça. Mais la hauteur est pas bonne, fait que j'ai un extender. Puis là, je voulais regarder d'utiliser, je l'ai ici, d'utiliser ça ici, c'est un pad chauffant pour des terrariums. Puis d'utiliser ça comme source de chaleur pour faire la ventilation interne pour chauffer. Ça chauffe-tu en masse, ça? Ça vient quand même assez chaud. J'ai fait un test initial, j'ai trouvé un design pour faire tenir là-dessus le Polybox sur la base avec ça. Ah ouais. Puis honnêtement, c'est vraiment pas concluant mes tests initiaux. Le problème, c'est que le design a été fait pour que tu mettes la Polybox par-dessus. Fait que là, tu espères qu'il y a un transfert de chaleur à travers le plastique jusqu'à ta boîte. Fait que tout ce que ça fait, c'est que le pad vient extrêmement chaud, mais pas l'enclosure. Fait que c'est encore travaillé. Je vais voir si c'est de quoi faire avec ça. Par défaut, le Polybox est déterminé que tu mets du dessicant dedans pour le garder sec. Mais le Polybox, il chauffe pas à la base? Non, c'est juste une boîte qu'il y a des pads pour dessicant. C'est comme. Puis, ce que j'ai vu, ça fonctionne quand même très bien. Mais là, tu as la maintenance de tout le temps avoir du dessicant prêt pour mettre dedans. Puis de faire avec ça. Fait que j'aimerais savoir de quoi que ce soit un chauffage actif pour travailler. Fait que je vais retravailler là-dessus. C'est un projet actuellement que je travaille.
Mais j'ai pas eu le temps de regarder les petits prints disponibles sur Thingiverse ou quoi de même. Ouais. Ben, moi non plus, j'ai pas vraiment, pas vraiment eu le temps de regarder ça dernièrement. Je pense qu'on est deux personnes très occupées de ces temps-ci. Par contre, j'ai un sentiment avec la popularité de tous les Bamboo Labs et les imprimantes multimatérielles qu'on va voir beaucoup plus de modèles multimatériels prêts à être slicés Ouais. en MMU. Ouais. Je pense que. Puis en fait, déjà là, euh, Bamboo Lab, leur Bamboo Studio est basé aussi sur Prusa Slicer. Ils utilisent du code similaire d'eux autres. Là. Mhm. Mais c'est quand même de plus en plus facile aussi de dessiner, de prendre un fichier qui n'était pas prévu pour du multimatériel, puis de le dessiner. Tu peux directement, tu as un mode automatique que tu viens sélectionner. S'il voit qu'il y a une face, qu'il y a un coin carré dedans, ben, il va comme edger la face directement. Fait que tu peux peinturer dans ton slicer les couleurs que tu veux. OK. Fait que ça devient assez intéressant. Puis Ah, parlant de c'est Bamboo cool. Lab, j'avais remarqué récemment justement dans la section Printables des upgrades de printeurs. Avant, il y avait surtout tu voyais du Creality, tu Mhm. voyais surtout des trucs de Prusa. Puis là, Ouais. honnêtement, c'est C'est bombardé que du d'upgrades Bamboo Lab. pour du Bamboo Lab. Là. Il y a Aïe, aïe. plein d'upgrades. Là. Tu vois que je pense que c'est une imprimante qui a quand même fait. Il y a eu beaucoup de bruit par rapport à cette imprimante-là, mais je pense qu'il y a eu beaucoup d'achats aussi avec Ben cette oui, oui. imprimante-là. Fait Mais je que, pense qu'il y a surtout eu beaucoup de disponibilité. Comme oui, tu peux avoir une Bamboo Lab en ce moment, ils sont disponibles, là. Ils sont là. C'est comme. Je comprends pas comment ils ont fait. Je comprends juste pas. probablement qu'il y avait, c'était comme gardé secret depuis un petit bout. Ah ouais, c'est Il y avait clair. approvisionné du matériel déjà d'avance, puis il était prêt à livrer rapidement. Mais je ne sais pas s'il y aurait eu, mettons, avancé d'une année ou deux, est-ce qu'il aurait eu été capable de le faire? Peut-être pas, mais c'est sûr que basé en Chine aussi, c'est une imprimante qui est chinoise, Ouais, ben, tu as un accès qui est peut-être plus facile aussi à avoir plus direct, ouais. direct, peut-être que tu es capable d'avoir. Parce que je sais que le gouvernement chinois va beaucoup prioriser la Chine elle-même. Fait que peut-être qu'il y avait une priorité d'accès aux composantes vu que c'était une compagnie chinoise. Très possible. Mais c'est vraiment à se demander comment ils ont fait pour avoir autant de composantes. C'était assez remarquable. C'est assez remarquable. Puis, ouais, c'est ça. Puis, à part de ça, ouais, les compagnies, j'espère qu'il va y avoir de plus en plus de compagnies qui vont release des fichiers officiels. Ouais. Je sais qu'on avait vu l'année passée Ford qui avait fait Ford Maverick. ouais, avec le système FITS. Ça, on n'a pas vraiment entendu parler énormément. Mhm. Donc, je ne sais pas où est-ce que ça s'en va, si ça a bien fonctionné ou pas. Fait que je pense qu'il y a bien des affaires. Écoute, j'aurais peut-être pas dû amener cette question-là tout de suite parce que j'étais pas assez guéri pour donner une réponse claire. Mais d'ailleurs, si vous avez d'autres questions, le Discord, le lien va être dans la description de cette vidéo. D'ailleurs, le podcast, c'est maintenant en version audio sur Spotify. Je suis en train de travailler sur Apple Podcast. Apple Podcast, c'est un peu plus une chienne à configurer, mais ça va arriver. Google Podcast aussi également, ça va être partout, mais il est en version audio si vous voulez l'écouter dans votre char. Super. Toi, Pascal, où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Encore une fois, je suis un peu disponible sur TikTok. J'ai certaines vidéos que je prenne, que je publie de temps en temps. Sinon, le plus facile de me contacter par email info à pg3d, pg-3d.com ou directement pg-3d.com. Ça tombe sur ma page Facebook que je publie des choses que je fais. Vous pouvez m'envoyer des requests là-dessus pour ça, des besoins d'impression 3D. Allez voir ça. Moi, j'ai mes réseaux, j'ai le Patreon où je fais un vlog par semaine de l'envers du décor, de c'est quoi la vie d'un spécialiste en impression 3D. La semaine passée, on a construit 3 vorons. Donc, c'est pas tous les jours qu'on voit la construction de 3 vorons. Donc, il y a beaucoup de contenu exclusif, des projets de construction, des petits tracas des fois. Écoute, j'ai modélisé genre un grattoir pour mon windshield. Tu sais, des fois, tu rentres dans ton char, puis il y a du givre à À l'intérieur. l'intérieur. Fait que j'ai modélisé un petit grattoir, puis la lame est assez rigide pour gratter, mais assez comme flexible pour venir prendre la forme du pare-brise. Fait que ça fait en sorte que je rentre dans le char, j'ai pas besoin d'attendre que ça chauffe trop, puis j'enlève le givre, tout va bien. Pour un petit print qui m'a pris comme 2 heures de travail qui me sauve la vie à chaque matin. Fait que, Super. donc, il y a ça. Oh oui, puis aussi, si vous voulez débuter l'impression 3D,
puis que je pense pas que c'est l'audience de ce podcast-là, là, mais j'ai mon masterclass, il devrait être sorti par le temps que ce podcast sort sur les bases de l'impression 3D. Donc, on est en pré-vente en ce moment seulement à 25$ pour le cours au complet sur les bases fondamentales de l'impression 3D. Donc, ça, c'est le cours que j'aurais aimé avoir moi personnellement en débutant l'impression 3D. Donc, si vous voulez débuter, vous voulez vous acheter une imprimante 3D, vous ne savez pas où commencer, honnêtement, c'est la meilleure place pour moins cher qu'une bobine de filament. Je ne vois pas comment c'est un no-brainer selon moi. Donc, allez checker ça également. Donc, on va se revoir la semaine prochaine pour le prochain podcast. J'espère que vous avez aimé ça. Laissez des commentaires. Excellent. Des suggestions aussi, ça pourrait être intéressant. Ouais, des suggestions de sujets. des segments, des choses comme ça. Dites-moi si vous avez aimé ça, les Creality. Qu'est-ce qu'on a fait avec Creality au début du podcast? J'ai aimé ça. Là. Si on pouvait faire ça avec d'autres marques, je pense que ça serait vraiment cool. All right. Ciao. Salut.